Bonsoir à toutes et tous, merci d'être avec nous. Se plonger dans les questions d'archivage de cinéma et des films, c'est un peu se poser cette question vertigineuse de la sauvegarde et de la préservation de la mémoire de l'humanité. Ce soir, nous allons voir avec notre prestigieux panel à quel point cette sauvegarde est fastidieuse, coûteuse, polluante, parfois hasardeuse, mais néanmoins nécessaire et fascinante. C'est pourquoi les rencontres du 7e art vous invitent à en explorer les enjeux. Et à la fin de cette soirée, on va passer de la théorie à la pratique, puisqu'on pourra voir une version restaurée par la Cinémathèque suisse du film d'Herborance. Alors, je vais tout de suite vous présenter nos invités, parce que cette conférence est filmée, mais il y a aussi du public dans la salle, filmée, mais on ne sait pas encore si elle sera bien archivée, surtout parce que des grands et des grandes spécialistes et des personnes très engagées de la sauvegarde de cette mémoire sont avec nous ce soir. On va commencer par vous, Inés Toaria Terán, bonjour. Bonsoir, vous avez réalisé un très beau documentaire très fouillé sur la question de la préservation des films qui s'appelle Saving Film, The Living Record of Our Memory. On va en parler tout à l'heure avec vous. À distance, depuis le Brésil, nous avons avec nous le cinéaste brésilien Walter Salles, prix FIAF 2020, qui s'engage pour sauver l'histoire du cinéma brésilien. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. On a l'une des références mondiales en matière d'archives, Paolo Cerchi Uzai, cofondateur du Festival du film muet de Pordenone et conservateur principal du George Eastman Museum de Rochester, qui est un peu la Mecque de l'archive. Bonsoir, merci d'être avec nous. Nous avons aussi à ma gauche Gérald Duchossois, responsable de Cannes Classics au Festival de Cannes, et pas seulement, on le découvrira. Claire Brunel, directrice générale de la Fondation Wim Wenders. Bonsoir. Et enfin, depuis Los Angeles avec nous aussi, Mei Hong Aduong, je ne sais pas si elle m'entend, directrice, bonsoir, de la plus grande collection universitaire de films et d'archives télévisuelles, celle de l'Université de Californie, UCLA. Merci d'être avec nous. Et enfin, on devait conclure cette conversation avec un autre vertige, la possibilité d'encoder les archives dans de l'ADN. Alors malheureusement, notre invitée prévue, Madame Sustronck de l'EPFL, est souffrante ce soir, mais Alain Dufaux, qui travaille avec elle, qui est directeur des opérations et de développement et médias au Centre de développement et médias de l'EPFL, va la remplacer, il va nous rejoindre et c'est lui qui va s'asseoir sur cette chaise. Voilà, et sans plus tarder, je passe la parole à notre hôte, Caroline Fournier. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes directrice de la section film à la Cinémathèque suisse, directrice suppléante de la FIAF, Fédération internationale des archives. De la commission technique. De la commission technique de la FIAF, pardon. On va peut-être entendre avec vous les enjeux d'une cinémathèque, et particulièrement de la Cinémathèque suisse. Merci beaucoup. Effectivement, la Cinémathèque suisse est une des plus grandes institutions du monde au niveau de la préservation et de la conservation du patrimoine, par sa variété, par la variété des archives qu'elle conserve. On dit qu'elle est la 6e cinémathèque, à la fois par la quantité en fait, et les volumes de ses archives, mais aussi par la variété, la qualité des collections. On est dans des chiffres qui sont assez importants, 85 000 titres, ce qui donne le volume de 700 000 bobines. On compte en millions de photographies, 500 000 affiches, 5,2 pétaoctets aujourd'hui de données, donc de données numériques de films. Donc, qui sont conservés au centre d'archivage et de recherche de Pantin, donc le tout nouveau centre d'archivage. Voilà. Donc les missions principales de la Cinémathèque vont évidemment de la préservation à la valorisation de ces collections. On a vraiment cette responsabilité en tant qu'archive de transmettre le patrimoine, donc nous, le patrimoine essentiellement suisse, mais aussi tout le patrimoine mondial qui a été diffusé en Suisse et qui permet de mieux comprendre en fait aussi la vision qu'ont pu avoir les Suisses du cinéma. Et on a cette mission aussi de transmission, donc une mission pédagogique par rapport au cinéma. Depuis la création du cinéma jusqu'aux années 50, les films étaient dans une matière inflammable, le nitrate,
Puis des années 50 aux années 70, aux années même 80, 90, c'était l'acétate. Tous deux, en fait, très sujets à la décomposition. C'est pourquoi il est toujours urgent d'agir avec les films. Même des films des années 60, 70 qui sont en couleur ont perdu aujourd'hui déjà leur couleur. Donc c'est vraiment important dès maintenant de les préserver. C'est aussi restaurer, sans chercher à les améliorer et sans chercher à en faire de nouveaux objets. Et en fait, le dernier défi le plus complexe et celui pour lequel nous avons peut-être le moins de réponses, c'est celui de l'archivage, puisque évidemment, il n'existe pas aujourd'hui une solution magique pour cet archivage numérique. Preuve en est que la Confédération nous a octroyé un crédit spécial il y a 2 ans pour sauvegarder sur pellicule les films qui ont reçu le prix national du cinéma suisse. Merci beaucoup pour cette présentation des enjeux de la Cinémathèque et de nous recevoir aujourd'hui et d'une Cinémathèque. Alors c'est vraiment les enjeux dont on va parler tous et toutes ensemble ce soir. Je vous propose maintenant de faire un détour parce que vous pouvez peut-être pas partie de celles et ceux qui ont eu la chance de regarder en première Suisse votre film, Inès. Je vous propose de regarder la bande-annonce de votre film et on va en parler ensuite ensemble. Chez eux, ils ont des photos, ils ont des choses qu'ils gardent, comme ça, à pouvoir. Et puis le cinéma fait pareil. Quand les cinémathèques dans le monde entier ont été créées dans les années 30, elles ont été créées pour lutter contre la destruction d'un art qui avait atteint son point de perfection en 20 ans, qui était le cinéma muet et qu'on mettait à la poubelle. Film was not treated as art and film was not treated as a historical source. 4 major national archives came together. They had to explain what they were doing. They had to explain to the studios that they were not a threat. They had to explain to their government funders and to the public that cinema was an art. People working in this field consider themselves to be backstage people. So not many people know what we are doing. In a way, I look at this as an archaeology center. We're trying to rescue films that are lost or unknown before they ultimately disappear forever. As these things get stored and labeled and numbered and put into an archive, these become quite literally our memories. The entire worldwide industry is making a major mistake to thinking the digital means permanent. Completely wrong. Right now, a 35 film copy is still the best way to preserve it. And we can hold that mirror up to nature and say, look, think about the world you live in and why it is the way it is and what you can do to change it. C'est un film merveilleux où vous êtes parti à travers le monde à la découverte de celles et ceux qui s'engagent pour vraiment sauver ces films. Et c'est une phrase qui m'a marquée, je crois qu'on l'a entendue d'ailleurs dans le trailer. Si les films avaient été mieux préservés depuis le début de l'histoire, on aurait une vision plus juste de l'histoire. C'est vrai ça, Inès? Yes, there's this idea that we've lost a lot of our film history, so there's many gaps in our history, so we don't know everything. So everything that has been saved is very precious because that explains our history. So in a way, film preservation, I always believe it, or I explain it to myself, it's like the backbone of our film history. Without preservation, we wouldn't have a film history. Film is the best tool for empathy, an education tool. So it's something we can really use to become better people on a society. Rediscovering and reusing and finding value, because it's very valuable, everything that we can learn from films and from ourselves. So. Il y a l'histoire du cinéma, la fiction, mais il y a aussi toutes les images de télévision, les reportages, tout le reste des images. Est-ce que là, il y a la même conscience de l'importance de les sauver?
Yeah, I believe we kind of think about cinema like features and fiction films, which are very good and wonderful, but there's all this variety of films. There's the experimental, of course, and avant-garde. There's home movies, very interesting, and to study little details or interaction between people. There's, of course, educational films. There's non-fiction and newsreels, documentaries. There's a very, very wide variety, and for a film archive, everything is interesting. And that's also this equality, and the shorts, of course, and student films. It's impressive commercials, and we learn from that a lot. And we see how, for example, in sexism, you look at commercials and you see today, it's like, how could they show this on TV? This was kind of educational. And so you understand our society and how we're slowly evolving and hopefully becoming better. No, when you see war films, I used to say, you know, we learn so much, and it's so important footage from war because we learn, and this shouldn't be repeated. But you know, we seem not to learn. But it's good that we keep on, and perhaps for the future, you know, whatever we keep, it will make the future be better. Vous parlez justement de cette nouvelle génération millennials où on a l'illusion aussi de pouvoir capturer le présent sans cesse sur nos téléphones. Avec le digital, on a l'illusion que si la vidéo est sur YouTube, elle va rester pour tout le temps. Est-ce que c'est vrai? Non, ce n'est pas vrai. It's a problem. We think it's so easy to shoot things that it's going to be there forever. Or even cloud, when you upload things to a cloud, you even think it's ecological. It's, you know, you're up there, and no, it's expensive. It's a lot of electricity being used. And it doesn't last. Digital doesn't last, and it's probably more expensive than transferring back to film, which we know film, keeping it in good temperature, controlled vaults, like in the Cinematheque Suisse, it can last, especially in black and white, at least 500 years, it will be good. But digital, you need to, this constant migration, it's not a problem solved, it's still a problem. Merci beaucoup, Inès Doria. Et c'est vrai, c'est une véritable déclaration d'amour au travail d'archives et de préservation que vous faites avec votre film. On va partir pour le Brésil, si vous êtes d'accord, rejoindre Walter Salles, je ne sais pas s'il nous entend, s'il est encore avec nous. Bonsoir Walter, donc réalisateur bien connu, lauréat du prix FIAF 2020 après Jean-Luc Godard, Agnès Varda ou Martin Scorsese. Comment allez-vous? Avant de commencer, je voudrais remercier Inès pour son film qui est sublime et qui m'a permis de retrouver Henri Langlois, Lloyd Eisner, mais beaucoup de héros anonymes de la préservation aussi qui nous ont fait comprendre à travers les films que le monde était beaucoup plus ample et beaucoup plus complexe qu'on ne pouvait l'imaginer. Donc, vraiment merci. Elle vous remercie aussi. Je ne sais pas si vous la voyez depuis le Brésil. Donc, vous êtes un cinéaste évidemment reconnu. Vous vous engagez depuis 30 ans dans la préservation du cinéma brésilien, notamment à travers la fondation Mario Peixoto et votre fondation, la Film Foundation World Cinema Project. Qu'est-ce qui vous a poussé, en plus de votre carrière de réalisateur et de cinéaste, à vous engager aussi pour les archives? À un moment où on comprend que la mémoire du cinéma est un instrument fondamental pour comprendre le présent. Il n'y a peut-être pas d'autres instruments qui permettent d'avoir une meilleure compréhension d'où nous venons, de qui nous sommes et de comment on peut peut-être définir le futur. Et c'est pour ça que je pense que je me suis engagé surtout pour la défense de la cinémathèque brésilienne. Vous savez, c'est la plus grande cinémathèque de l'Amérique latine. Elle compte 40 000 titres. C'est la Cinemateca Brasileira. Et cette cinémathèque a été donc fermée en 2020 pendant presque 2 ans pour des raisons politiques. Et ses activités furent suspendues, son personnel fut licencié. Et en fait, c'est le soutien inconditionnel de la FIAF et la solidarité des cinémathèques de partout le monde qui ont été vitaux pour sa réouverture. Donc, je voudrais vraiment envoyer un énorme obrigado, un énorme merci de tous ceux qui luttent pour la survie de la cinémathèque brésilienne et de la mémoire au Brésil. À vous tous. On a entendu votre merci, les applaudissements de la salle.
Alors justement, quelle est la situation aujourd'hui de la Cinémathèque pour qu'on comprenne bien où on en est? Alors, en décembre 2021, la SAC, la Société des Amis de la Cinémathèque, a signé un contrat de 5 ans pour gérer la Cinémathèque. C'est une bonne nouvelle. Une allocation fédérale lui a été confiée. Elle est timide. Elle est d'un peu plus de 2 millions d'euros par an. Vous voyez, pour 40 000 films, ce n'est vraiment pas énorme. Et surtout, quand on pense à ce qui s'est passé pendant ces 2 ans de fermeture. Pendant cette période où les projecteurs se turent, un incendie et des inondations ont atteint les dépôts des archives. Et maintenant, une équipe de 20 personnes qui ont repris donc la Cinémathèque, professionnels amoureux et inconditionnels, a commencé à travailler pour analyser les 250 000 boîtes qui y sont déposées. Je voudrais vous partager des images de ce qu'elles ont retrouvé et de l'incendie d'un des immeubles de la Cinémathèque. Alors ça, vous voyez les images d'un des dépôts qui s'appelle Villa Leopoldina, qui est un des bâtiments de la Cinémathèque. Là, vous voyez un bâtiment des archives de cette partie de la Cinémathèque. Et là, les inondations d'un autre immeuble, et ça, c'est l'état où l'équipe donc de 20 personnes, maintenant, on en est à 30, c'est l'état où la Cinémathèque a été retrouvée. Donc, voilà, on se remet au travail. On se remet au travail, et je voudrais utiliser une phrase de mai 68, et on pouvait lire dans les murs de Paris « Restons optimistes et gardons le pessimisme pour des temps meilleurs ». Donc, permettez-moi de me pencher sur les possibilités d'un futur pour la Cinémathèque brésilienne. Cette équipe vraiment vaillante a procédé au transfert de 2000 boîtes de films brésiliens et étrangers qui ont survécu à l'incendie dans l'unité atteinte que vous avez pu voir. Et maintenant, cette équipe procède à l'analyse de chaque boîte dans une autre partie de la Cinémathèque qui s'appelle Villa Clementino et qui est vraiment le cœur de la Cinémathèque brésilienne. Et les équipements qui ont survécu ont également été transférés. Et voici quelques images de l'équipe qui œuvre pour les mettre en état. Voilà, donc là, c'est la réinstallation des équipements. Là, on revoit les boîtes qui ont été sauvées donc, de l'incendie. On remet les laboratoires en fonction. Et on retrouve toute la documentation, on la remet en ordre également. Voilà. Donc, le parcours des combattants est tracé et je partage quelques-uns des objectifs avec vous rapidement. On essaye de trouver des fonds supplémentaires pour rétablir les services où la Cinémathèque excellait. Je voulais rappeler que la Cinémathèque a été élue en 2008 comme une des 5 meilleures cinémathèques au monde. Donc, pour cela, et pour préserver ces 250 000 boîtes de films, il faudrait qu'on puisse avoir le même personnel qui existait en 2008, qui était 240 personnes, contre les 30 personnes qui travaillent maintenant. On a mis en place un programme spécial pour la récupération des films en nitrate. Et on a très bien vu dans le film d'Inès combien la récupération est
la vigilance du nitrate sont fondamentaux. Donc, il y a un programme de 5 ans de restauration du nitrate et aussi de duplication de ce nitrate. Et finalement, on essaye de trouver des fonds pour récupérer l'infrastructure technique et des bâtiments. Alors, encore pour souligner l'optimisme, la Cinémathèque est aujourd'hui gérée par des gens qui sont vraiment des amoureux de la Cinémathèque et qui portent en eux les idéaux de son fondateur, qui est le professeur Paulo Emílio Salles Gomes, qui est l'auteur d'ailleurs de la première biographie de Jean Vigo, qui a été publiée en 1957. Alors, le compositeur Tom Jobim, il disait une phrase qui me revient toujours. Il disait « Le Brésil n'est pas un pays pour amateurs ». Cette phrase me rappelle une autre. Au Brésil, même le passé est incertain. Et je voudrais dire que ce passé est en grande partie gardé à la Cinemateca Brasileira. Les images des premiers documentaristes brésiliens qui ont dévoilé notre géographie physique et humaine dans les premières décennies du XXe siècle, les premières images d'une Amazonie vierge et aujourd'hui en danger, les registres des mouvements politiques et les soubresauts de la fragile démocratie brésilienne, les images du coup d'État militaire de 1964 et de la lutte des étudiants, des syndicats et de la société civile pour établir un régime démocratique à la fin des années 80. Bref, la Cinémathèque garde le reflet de notre identité en mouvement et de nos contradictions à 24 images par seconde. Alors, nous savons combien la connaissance du passé nous permet de ne pas répéter les erreurs du présent. On le voit très bien dans le film d'Inès et d'ailleurs dans son allocution. Et récemment, j'ai été très touché par les images de l'Ukraine et j'ai voulu revoir les films de Sergei Loznitsa et surtout State Funeral et The Square, et qui nous permettent de plonger dans la nature des régimes autocratiques. Quelque chose qui est à la source du conflit sanglant en cours. Et grâce aux archives de Krasnogorsk et au talent de Loznitsa, le présent devient beaucoup plus lisible et encore plus inacceptable. Voilà. Alors cette évidence me permet de renouveler notre gratitude pour l'extraordinaire soutien envers la Cinémathèque Brasileira de tous, de vous remercier pour votre courage et pour votre solidarité et qui ont joué un rôle fondamental dans la réouverture de la Cinémathèque Brasileira. Et je termine par une phrase de Martin Scorsese, et il a écrit dans sa lettre de soutien de la Cinémathèque: la culture et les instituts qui préservent la mémoire d'un pays ne sont pas un luxe, mais une nécessité. Voilà, c'est ce que le film d'Inès montre brillamment. Merci beaucoup, Walter Salles, pour votre appel. Obrigado. Et du Brésil, je me tourne vers une référence mondiale dans l'univers de la préservation. On vous a présenté tout à l'heure Paolo Cerchiuzai. Bonsoir. Peut-être que vous voulez réagir à ce que vous venez d'entendre. Well, as I was hearing Walter Salles talking about the saga of the Cinemateca Brasileira, I couldn't help thinking about what is going on at the National Film Archive of Ukraine. We have received messages from Kiev about the predicament of the staff of the archive. They are under the bombs, they are in a desperate situation, and they made an appeal to the international film community. It would be very easy for you to go to the internet and find the websites through which you can provide your material support to our colleagues of the National Film Archive of Ukraine, because as Walter Salles has said,
the visual memory of a country is part of the country's history. And to obliterate that memory means obliterating the culture of that country. So I would like to take this opportunity to just state the obvious and express my unconditional support to our colleagues of the Ukrainian Film Archive. Je crois qu'on peut vous applaudir aussi. C'est dire, et vous le savez par votre longue carrière, mais on en a aussi parlé avec nos intervenants précédents, mais à quel point la politique, à quel point c'est politique en fait la préservation des films, et que n'importe quelle tension ou conflit ou récession peut l'endommager. Well, this is a very complex question. I'll try to keep it simple by saying that, of course, the so-called digital revolution, which wasn't a revolution in my opinion, it was something else, has, of course, drastically changed our film culture in the sense that it is now much easier to have access to the history of cinema than it was 30 years ago. I'm assuming that both of those who are watching us now were born digital, so to speak, but there was a time when watching film history was extremely difficult. You had to go to film museums, to film archives, you had to go to film festivals, or you would have to deal with whatever was available on television. So this has now changed. We can see so much more than we were able to see when we were students. But then this begs the question, can we also see better than we did? And I'm not at all sure about that. And that's because there is a cruel law of culture according to which each new technology wants to kill its predecessor. And this is happening with digital technology as well. For many years, film archives belonging to the International Federation of Film Archives have been destroying deliberately the motion picture films after they had been transferred onto other platforms or other media. Films were destroyed after copying at the Library of Congress in Washington, D.C., at the British Film Institute, at the Bundesarchiv in Berlin, at the Gosfilmofond in Moscow, and the list could continue. This is in itself something that should give us reason to pause. One reason why I keep telling colleagues, please never put any film on digital platform right away without having first preserved it. In other words, don't put it on streaming, don't put it on DVD or Blu-ray if it isn't preserved first. It's because once you do this without preserving the film, everybody will think that it's saved, it's preserved, and there is no need to do proper preservation. Never, ever do that. And I have a little moral tale to tell you about this. It's a moral tale that started many years ago in the early 80s when a classic of Hollywood cinema, Gone with the Wind, was put for the first time on VHS videotape. For years, for decades, the original camera negative of Gone with the Wind had been stored at the George Eastman Museum and basically ignored because there was no commercial value attached to it. Then comes the VHS videotape, and the copyright owner says, oh, we would like to have access to the original negative. Thank goodness you still have it, because we want to have a VHS videotape version. So the museum made the original camera negative accessible for the VHS. Mm-hmm. Part two of the story, a few years later, comes the Laserdisc. And the same copyright owner, or maybe someone else, comes back to the museum and says, we would like to have now a Laserdisc version of Gone with the Wind. And we told them, but you already have access to it, you have already created a master. The answer was, oh, but now we can do such a much better job, higher quality, better sound, better color. Just once more, we will never ask for it again. Sure. So the negative was made accessible, the Laserdisc was released.
Part 3 comes the DVD, and the same story happened over and over again, with a new DVD release of Gone with the Wind, with a new Blu-ray, and so forth. Every time, the copyright owner was asking not for the previous digital copy or the previous electronic copy. They were looking for the camera negative, because this is what really mattered. This is why film has to be preserved on film. And I'm leaving aside all other considerations, such as the fact that preserving film on film is 11 times cheaper than doing so digitally. And it's not me saying this, it is the Academy of Motion Pictures that said that in a wonderful study called The Digital Dilemma, which was published back in 2007. Sans parler des impacts écologiques de la numérisation. Yeah, and that's another problem in itself. Look, I feel increasingly uneasy about continuing to do what we do at the cost of contributing to the global catastrophe of global warming. And I refuse to call it global change. By the way, it is global warming, that's what it is. We are actively contributing to the catastrophe, and we have to stop it. We can. The other arts have already held some debate internally. Fine arts museums are already discussing this in depth because they can afford it. Our case is a little bit special because what we do, our very activity of duplicating film on other platforms, is a highly polluting business. Mm-hmm. We have to stop this. There are ways to reach carbon emission-free conservation system for motion picture prints, which is something that the Cinémathèque Suisse is already doing. Mm-hmm. I heard this earlier today. A great percentage of the energy used by Cinémathèque Suisse for its conservation activities is created through renewable energy sources. This can be done. But we should also address the same question in terms of filmmaking. A major budget, a major Hollywood blockbuster film consumes as much energy as the Sahel countries in a whole year. The same applies to distributing films globally. And speaking of feeling uneasy, and I have to say this in the context of a festival, I do think that film festivals have to rethink their philosophy, because there was a time when we could fly all over the world if we had the money in order to watch a premiere of a film. To what extent do I want to continue doing this, continue contributing to the climate crisis just because I want to be the first who's watching a film? I think we have to sit down, talk, and review our policies. And this applies also to film preservation. It can be done. We normally receive 3 answers when we talk about climate change in relation to film preservation. The first answer is, this is none of my business. I deal with culture, you know. I'm in a different world. This is a problem that has to be dealt by airline companies or the industries. The second is, what can I do? Do I change my light bulbs or go for renewable energies? But what difference can I make? What can I do? And the third answer is, well, I don't think I can really make a big difference because we don't matter. And I have an answer for all 3 questions. Yes, we can make a difference because nobody is obliging us, nobody is forcing us to continue contributing to the current situation. Second, there are ways to prevent the ongoing consumption of non-renewable energy for the sake of the preservation of our visual heritage. And third, yes, we are part of the problem, and as part of the problem, we must become part of the solution. And this is a message that has to be delivered loud and clear to film producers, to film distributors, and to film festivals as well, as far as I'm concerned.
Thank you. Je pense. Et sans parler de l'industrie du streaming, qui est encore une autre question à qui on pourrait s'adresser aussi. Juste encore, puisqu'on vous a, Paolo Cerchiosai, est-ce que vous pourriez quand même nous donner, au-delà de votre appel, justement, à un archivage, une préservation plus durable, avec tous les films que vous avez vus, une émotion particulière? Qu'est-ce qui vous a touché, vous, dans votre carrière? Une image? Well, I get this question fairly often, but let me offer one. As I am one of the co-founders of a silent film festival, I must admit, there is one silent film that is very close to my heart, and it is a tiny little obscure unknown film, but it is well preserved. It is a 12-minute film made in 1912, and it is called The Land Beyond the Sunset, produced by Edison. I think you can watch it on YouTube, but it is properly preserved on a beautiful 35mm print, and it is, I'm not going to spoil anything by saying that it is a film about child abuse, but it turns the social issue of child abuse into a sublime piece of poetry, of visual poetry. It's only 12 minutes. Of course, I would like you to see it on the big screen with live music. Do whatever you can, but that's the final shot, 1 minute shot at the end of the film is the image that will stay with me forever. Merci beaucoup. Je pense qu'on peut applaudir Paolo Cerchiosai. Et peut-être on peut voir ce film à Pordenone, ce serait possible, peut-être un jour, à votre festival. Yes. Et nous allons maintenant nous rendre à Los Angeles, j'espère que je ne dis pas de bêtises, mais je crois que c'est bien ça, en Californie, avec notre prochaine experte, Mei Hong Aduong, qui est la première femme à diriger les archives de l'Université de Californie, UCLA, la plus grande collection universitaire d'archives de films au monde. Bonjour Mei. Bonjour. Hello, hi. Can you hear me? Hi. Oui, très bien. On vous passe la parole. Good morning. So I have a presentation to share, and I'll just get started here. Give me 1 second. Hopefully this is working. Can you see the screen and my name? Yes. Okay, great. So my name is Mei Hong Aduong, and I'm the director of the UCLA Film and Television Archive. I've been here for a year. And honored and humbled to be working with this amazing collection and staff. And I had an opportunity to see Inez's film. It's just an amazing piece of art and homage to the work that we do. And it gave me some thought in terms of what we do at UCLA and also in this field. So I just have a little story to tell. In 2007, Hollywood Film and Video called the UCLA Film and Television Archive and said they were going to close in 2 days, and all of their films that weren't picked up would go into a dumpster. So we received the call. The next day, a preservationist and archivist showed up and walked through the hallways of the lab. And one of our preservationists at the time, Ross Littman, saw a stack of film cans that said the name Wanda on them. He didn't know what Wanda was, but he put it in the trunk of his car and went straight to his bench, film bench, and wound through it. And lo and behold, it was Barbara Loden's film, Wanda, from 1970. She was, of course, a filmmaker known as the Female Cassavetes. This film won the Venice Film Festival Award, was her only feature creative output before she passed away in her mid-late 40s. And this resurfacing spawned scholarship, a book, tremendous viewings of this film, press around the important restoration that the archive performed. I'm just going to show you a little map here. This is the Packard Center, Packard Humanities Institute, STOA, which is the home of the film archive. If you zoom out here, you see where Wanda traveled. It is the most traveled film that left the archive after a restoration, 126 screenings and counting, 5 continents, 29 international trips over the course of 10 years. It's also on the Criterion Channel. Every pin you see there represented is a place where someone got to see a film that we restored
that wouldn't have existed if the lab didn't know to call UCLA, the preservationists didn't show up, they didn't have the instinct to grab those cans and take them nearly out of the hands of a dumpster. And so even though the film was accessible in some ways, it really wasn't in the form that it should have been known. And so we're really proud and honored to be part of that history. Speaking of history, this is the archive in just the late 1980s. But we were actually in the same facility called the Hollywood Center in TBC. In Hollywood, it was an outdoor and indoor space. On the right, you see our vaults, our nitrate. That was how it looked up until 2015 on the right. On the left, you can see archivists. I actually know all 4 of these archivists and a projectionist, basically. They're winding through film outdoors. If you think about just 500,000 items in the archives collection, some were stored here and other places. Up until 2015, this was the home of the UCLA Film and Television Archive. Thanks to the generosity of David Packard, who built the Packard Humanities Institute in 2008 with nitrate vaults, and then over the course of a number of years, we were able to move into this facility in 2015. So let me tell you a little bit about this building that we call our home. It was built over the course of 4 years. It was a $220 million facility on 64 acres of land. The nitrate vaults there are 120 of them. There are 14 safety vaults. These all house the archives collection, again, of over 500,000 items. There's about 165,000 square feet of space that we are able to occupy in partnership with the Packard Humanities Institute. The underground nitrate vaults were gifted to UCLA, as I mentioned, and the STOA was finished in 2015. And that's when we moved in. We have a staff of 37 spread across campus and also at this facility. Inside the building, the thing I find most moving for folks is to point out that we have films that were literally shot at the site of historic events. So this piece of film, this piece of nitrate was actually on the site of when the Hindenburg explosion took place in 1937. And you can actually see in the negative on the right that it was so bright at the site of the explosion that it fogged up some of the film there. What's fascinating to me is these are really witnesses to history, and that's what we are as archivists. We have material that was shot at the site of, the Voting Rights Act signing by President Johnson, the Japanese invasion in China, the Martin Luther King Jr. speech at the Vietnam War protests in New York, the Cuban Missile Crisis speech with John F. Kennedy. There were just amazing witnesses to history that we have in our vaults that we are preserving and saving. There's 27 million feet of newsreels, and we're working with the Packard Humanities Institute to preserve and make those accessible. Speaking of preservation, some recent projects, we're preserving all that money can buy with the Film Foundation, Haskell Wexler's The Bus with the National Film Preservation Foundation. And at the center, we're working on a film with Martyros Vartanov, who is preserving his father's film, Mikhail Vartanov's film about Sergei Parajanov, called Parajanov The Last Spring. It's a 1992 award-winning documentary, and we're near completion of that as well. We also have a digital presence, of course, with our virtual screening room. During the pandemic, we saw 50,000 plus visitors to our screenings with 95 countries coming to the space. I found it really important that we made this space available. We had, for example, queer films that were viewed in Poland and in Vietnam, and places where maybe some of these materials weren't accessible in their way. So making this space virtually, but then also physically has been really important. We've been able to return back to the Billy Wilder Theater at the Hammer Museum, creating spaces for free for locals to view film, on film. We showed Paris is Burning with director Jenny Livingston, which we restored, and also
The Living End with Greg Araki, and that is Gus Van Sant on the right there, who we also showed his film the week before, Mala Noche, on film. It's tremendous to be able to provide access to this material. Speaking of this, I think a lot about the future. This vault here that you see shows tapes that we have and also film, and we think a lot about how to make not just this material accessible, but to preserve them in this digital age. We cannot honor our commitment to all moving images without a more robust digital infrastructure. So large-scale restorations generate significant amounts of data, as do our own 4K in-house scans. So, we're working hard to develop a media asset management system. We're a little behind the curve on this, but we're learning from amazing institutions that have done this work ahead of us as well. I'm just showing a quick chart. This is from a study that was conducted of literally every piece of data that is stored on every UC campus. So Berkeley, Santa Cruz, Santa Barbara, UCLA, San Diego. There's 3.3 petabytes worth of moving image digital data that exists. Now, that's actually not a very high number in my mind. I think there's probably a lot more, but this survey, which was conducted in 2022, gives a snapshot of what exists out there. Of that 4 petabytes that were tracked in this survey, 76% of it is at my archive, at the UCLA Film and Television Archive, at our archive. And that's a tremendous responsibility that we hold within UCLA. We need a strong digital infrastructure to be able to steward these collections. And I'll just give a minor point of data, which is, though we are state funded, our state funds do not support even all of our staff. And we require and work with foundations, individuals, and, also, just government funding to help with this. But state funds do not cover our operations. And so all of this work really requires an investment, not just from the staff and UCLA, but donors and folks who are committed to this work. It's a scary number in my mind. I'm going to go on a little bit of a lighter note, so I'm going to end on it, which is every year our archivists participate in something called Ask an Archivist. And so on Twitter, we have our staff at the ready, and we'll have people tweet, questions to the Film Archive. And so this is my favorite tweet from this last year. We had a mother of an 11-year-old tweet, "I have a son, he's an animation 16mm film collector. Some of the films are going vinegar and are pink. Do I store the films in the fridge? He's 11 years old." So I just want to say, we were able to respond and give them some guidance using the National Film Preservation Foundation guidelines. But, this is also our future. And it's something for me very personal. I studied moving image archiving at UCLA for 15 years, 20 years before I joined as the director. This is a really important field that we need to keep bolstering, especially with students who are interested in this. And so I think Ines's film really draws together just the significance of not just our past, present, but also our future. So thank you for your time, and I'll stop sharing now. Merci beaucoup, May. Et on revient donc ici à Lausanne, mais on part en fait tout de suite pour Cannes. Avec vous, Gérald Duchossois, rénover et préserver les films, bien sûr, c'est important, on l'a vu, on le comprend, c'est un grand travail, mais il faut aussi pouvoir les montrer. On en a parlé un tout petit peu avec Paolo. C'est là que le cinéma de patrimoine intervient. C'est ce que vous faites notamment avec Cannes Classics, une section donc de Cannes qui montre des films de patrimoine. Quelle est sa mission ?
Alors c'est la section patrimoniale du Festival de Cannes, donc qui se compose d'une vingtaine de films de patrimoine et d'environ 5 documentaires sur le cinéma pour éveiller les consciences, les plus jeunes, les jeunes cinéphiles en fait qui viennent la plupart du temps au Festival de Cannes dans un cadre bien différent des professionnels et des journalistes qui viennent couvrir le festival. Notre but est tout d'abord effectivement de montrer des grandes œuvres de l'histoire du cinéma, des films qui ont fait l'histoire de Cannes, et puis aussi il y a toute une partie de découverte et de redécouverte. Alors pour cela, dans le cadre de ce que nous évoquons aujourd'hui, nous travaillons avec les archives, les cinémathèques, la Film Foundation de Martin Scorsese, et donc à partir de là, nous montrons des films qui ont eu un accès assez réduit à certains marchés, voire qui ne sont pas sortis du tout, et qui sont des films qui ont besoin d'être préservés. Je pense par exemple à un film sri-lankais, Les Guêpes sont là, que nous avons montré il y a 2 ans, qui permettait effectivement, grâce à une copie qui avait été miraculeusement retrouvée sous un escalier, alors que je ne dise pas de bêtises, c'était pas du tout dans une archive qui avait été retrouvée sous un escalier d'un cousin du réalisateur. Voilà, l'histoire complètement improbable. Et à partir de là, on a pu montrer ce film, donc un film sri-lankais de 1978, qui est classé par le gouvernement sri-lankais dans les 10 plus grands films de l'histoire du cinéma Sri Lanka. Et ce film donc, a pu être montré, sous-titré, il va ressortir en France, il y a une exploitation potentielle, évidemment moindre qu'un film d'Orson Welles ou que Chantons sous la pluie, bien évidemment, mais il y a cette nécessité, de par notre travail, de permettre, grâce à la vitrine qu'est le Festival de Cannes, de montrer certains films de l'histoire du cinéma qui n'auraient peut-être pas été, qui auraient été sauvés probablement, mais qui n'auraient peut-être pas pu trouver le chemin des spectateurs, d'une part au festival, et puis après dans une exploitation plus commerciale. C'est le cas, vous me disiez, en préparant aussi cet entretien, pour la plupart des grands festivals du monde maintenant, d'avoir une section dédiée. Oui, il y a évidemment Venice Classics, il y a Berlinale Classics, le festival de Locarno qui organise des rétrospectives, il y a aussi des festivals plus spécialisés comme le festival TCM ou il Cinema Ritrovato à Bologne, donc il y a le festival Lumière à Lyon, bien évidemment. Donc il y a de nombreux festivals qui eux-mêmes permettent à ces films de vivre. Pour revenir sur Cannes, évidemment, notre but, puisque nous respectons les règles du Festival de Cannes, c'est de présenter ces films en avant-première mondiale. Évidemment, il y a toujours cette course à l'échalote quant au fait de montrer un film avant les autres, bien évidemment. Surtout un film qui a déjà été vu. Potentiellement. Alors, potentiellement, c'est ça qui est assez compliqué. C'est que, en fait, qui a été vu par qui, et déjà parce qu'on a effectivement beaucoup de jeunes cinéphiles qui viennent voir ces films, et notre but au Festival de Cannes, c'est de faire que les films soient vus en salle. C'est pas du tout pour être passéiste. Évidemment, il y a tout un marché de la télévision, du streaming, du DVD Blu-ray, même si le DVD Blu-ray subit un certain revers depuis une dizaine d'années. Le but, c'est de faire que ces films soient vus en salle, dans de très bonnes conditions, dans les meilleures conditions possibles, et que la découverte, cette énergie et cette émotion qui est de découvrir les films en salle naissent véritablement dans le cadre d'un festival qui est porté par cette envie toujours de voir les films dans une salle de cinéma. Merci beaucoup Gérald Duchossois. Et en plus de votre travail à Cannes, vous travaillez aussi pour le Festival Lumière, où il y a un marché du cinéma du patrimoine. Comment, voilà, on va passer donc, je m'excuse mais je suis pressée par le temps, donc je m'excuse de passer à notre invité suivant, parce qu'on a vu à quel point le rôle des cinéastes est capital dans la préservation des films. Il y en a un grand nom de la réalisation qui réfléchit à comment préserver ces films jusque dans sa manière de les tourner. C'est Wim Wenders, dont vous dirigez la fondation, Claire Brunel. Yes, together with Hella Wenders, we are two sharing this work, and I brought a few slides with me to give you some images of our work. And so the foundation is a good example of how an artist can work and take the responsibility on preserving his own work. So the question was, what kind of structure can you find to gather your work? And the structure Wim Wenders found was a public foundation, a public non-for-profit foundation. And the goal of this was that the work belongs to itself.
So away from private property, because private property will always be limited in time somehow and changes also hands and people. And the model of a foundation creates an institutional and legal frame to bring together the life work of the artists, which is not only film, but also photography, artistic work, literary work that might be a bit less known. And so this legal frame enables also to make this work available to a broader public permanently. And with permanently, this is a very important point. It's, we don't have a time limit. So we always think on the very long run. When you take a decision, you think about how is it in 50 years, in 100 years, in 200 years, and does this decision make sense? The concept of the foundation is also that we have to earn our own money. We did have funding initially to buy back the rights of the film, but this funding was just a one-off, and we have to distribute the film and exploit the rights of the film to generate license revenues. And with this license revenue, then we can work on fulfilling the mission of the foundation. So the first purpose of the foundation is regarding the work of Wim Wenders himself, so restore the film. We restored about 19 films in 8 years, which is quite an achievement because we are a small team, it's a small foundation. But it was a necessary starting point to start the machine, so to say, and to be able to show these films. And then we research and preserve the work of Wim Wenders. It means that we are building up an archive. And as you can see here, it's a very diverse archive that reflects a lot the way he worked, which is across media. And each group of work, the paintings, the photos, the film, stands for itself, but at the same time, it's very much intertwined and linked to the way he developed his own body of work. So what we try to do is, of course, classify it, and try and gradually work on it to make it available for researchers, for publication, because, of course, preserving is important, but why do you preserve if it's not made accessible? And our biggest goal is also that it can be a source of inspiration for other people who might then take this work and create something new out of it, and maybe are inspired and develop new ideas. Another part of our work on the work of Wim Wenders is to make it available and visible. So this is linked to a traditional work that any producer would do with the films, which means that we work with worldwide distributors, with sales agents, with institutions like the Goethe Institute, but we also try and organize special events to try and reinvent the way that this work is shown. This is an example of something we did out of an invitation from the Grand Palais in Paris in 2019, and was a photo collage that Wim Wenders did. It was free of access, and we were very happy about it because it brought all kinds of people who maybe knew the work, but maybe didn't know the work. And we try and do this as much as we can, of course. But the work of Wim Wenders is not the only purpose of the foundation. We try and work broader with this. We have a grant to support young talent who work in writing stories that are developed in a special innovative form, so basically that are bound to develop cinematic language. Of course, we cannot finance this grant with the license revenue, so we work together with the fund based in NRW, in North Rhine-Westphalia, where the foundation is based. We're based in Düsseldorf. And they provide the money, and we collaborate with them and supported 36 projects since 2014, so it's an important program. And the last purpose is quite new for us, but all the rest somehow didn't make sense for it. We trying to educate younger audiences for films. And I mean, I join what my colleague said earlier. Film is a vehicle for empathy, and it reflects also the history of human beings. So it's very important to also teach new generation to watch these films, because it might be sometimes different than the films you find on Netflix or you used to see in the cinema. So we are launching our first program this year. It's called the European School of Seeing, and we'll work with 6 schools in Düsseldorf and Berlin.
and are very much looking forward because this is a key point to the work of preservation. So this is a bit about the structure of the foundation and the work we do, and I wanted also to speak about something that might be a bit more specific, which is that we are the foundation of a living artist, and it has some interesting aspect. How is it to preserve a work together with the artist? So it means first that, of course, Wim Wenders is involved in all kinds of decisions we can make, and especially, of course, in restoring his own films. He helps us look for the films because sometimes you don't know where the material are. He helps us understanding the processes back in the days. And of course, he's very much involved in the artistic restoration, artistic side of restoration. And at this point, I would like to specify that restoring a film doesn't mean that you're trying to improve the film. And it's very important to us that we're not trying to make these films look as if they were shot digitally. They were not. So we try to keep the texture. Even if sometimes you have dust, then we keep the dust. But just, you always have some kind of interpretation to do, because sometimes you don't have a reference print to see how the film looked like back in the days. And you anyway need to translate it in the digital language. And this is a key asset to have Wim here, because he can decide how he wants the film to be, to look and sound for the future. It means that we can do things that maybe some other cannot do out of ethical reasons. And I brought a small example of Alice in the Cities. It's a film of 1973 that was very much damaged because out of inexperience, all the prints for distribution were drawn directly out of the camera negative, which is something you absolutely never do because it damages this negative. And so the negative was just torn apart and had loads of problems, so we had to restore it urgently, which we did, manually with the 50,000 frames, one by one. As you can see, there were scratches and bad damages. But Wim had an issue with the format of the film. So he and his cameraman, Robbie Muller, always conceived this film in widescreen, which is the image you can see on the left. It's the restored version. And on the right, you have this kind of the original negative, which is a kind of a square format, which was usual for TVs. It's a 4:3. So the TV who paid for the production wanted a 4:3, but Wim and Robbie didn't know how to shoot 4:3 because it wasn't for them something you would screen in a cinema. So what they did is that they drew line on the camera viewer while shooting, so they were sure that they would shoot wide angle. And this is how the film was in their head. Just it was only known in 4:3 because it was the only distribution allowed at the time. And when Wim came back to the restoration, then he took a quite drastic decision of cutting the image and coming back to this original format of the film. And now the film is available on this wider format. This is something that only the director can decide. And no archivist or film historian could say, I'll just cut the film because I think this is what was intended. Another example is the archive. Again, so here you can see some kind of material that were gathered for Wings of Desire. And having a living artist means that your archive is somehow organic. It keeps growing and growing and growing, and we get boxes and new material all the time. So it means that you have to stay flexible and be able to integrate these elements. But it also means you have the artist here, and you can ask him, I don't know what's this document. Can you tell me more about it? So it's also a great chance. And then it means that we get to work with his production company because the new films are also coming to the foundation little by little. And this is a very interesting work because you realize that the logic is very different. When you produce a film, you want this film to exist, and you have trillions of problems to solve. So you're troubleshooting all the time, and you're thinking kind of short term, otherwise the film wouldn't exist. But when we get the film, then we see everything that should have done differently so the film could be preserved properly.
So what we try to do is develop best practices and guidelines for the production company, and these are the two examples you can see here. On the left, it's just to track the technical data around the film, and on the right, it's all about the legal aspect, the things you should gather. So this is a bit about our work. Of course, it's short and there would be much more to say. But I still have a little surprise for you because Wim Wenders couldn't attend and would have loved to come and send us a little video that I would like to share with you. I'm Wim Wenders, and this message is dedicated to the future and to you, my dear directing and producing colleagues. More precisely, to the future life of the films that you're making today. Because the work that you invest now, as well as the result, your films, deserve to expect a life after their first exploitation. If you're not just making movies for immediate consumption that become obsolete and forgotten afterwards. Or do you? As filmmakers, we have certain responsibilities, and one of them is to secure our work for the future. So I thought I'd share a few tips with you that I learned about over the years and that I try to implement with my own films. First, during the production, clear all the rights to all the materials you're using as completely and long as possible. You don't want your film to be blocked one day just because, for instance, a piece of music cannot be used anymore. That happened to me with my first film, The Goalie's Anxiety of the Penalty Kick. At the time in 1971, it didn't occur to me in my wildest dreams that there were going to be other uses than movie theaters and television in my home country of Germany. That's all there was in my innocent imagination. So the music and all my favorite songs that occurred in the film were cleared only for this purpose and for a limited time. When the film did enjoy a modest festival career in other countries, the question of the music rights became an unsurmountable obstacle to distributing it. As a result, the film was not available for decades, until the Wim Wenders Foundation was able to restore it in 2015, reacquired some tracks and at much higher cost than originally, and replaced other tracks that were simply not available anymore. Second, take your time to wrap up and store all elements of your film carefully. It makes a huge difference for those who might be dealing with your films in the future if the production's basic tech specs and the workflow are well documented. Gather all important files, production documents, contracts, even and especially the edit files. And by all means have separate final mix stems created and stored, dialogue, music and effects. And your own written notes about everything on the film that you would like to transport into the future. And save it all in an appropriate digital and physical storage. 2 different ones to be stored in 2 separate locations. That's important. Third, over time, regularly check the condition of the hard disk on which the material is stored and remember to migrate your LTOs. Do backups and don't forget, one backup is like no backup at all. So don't put all your eggs into the same basket. Fourth, companies get bankrupt, laboratories close and people disappear, unfortunately. The team of the Wim Wenders Foundation often had to prove detective skills to secure information about lost traces and documents. So keep track of both over the years, material stored and people involved in your film. And last but not least, to the directors among you, this is not for the producers, try your best to keep the copyright for your film, or at least some production rights, so you're in a position to always keep an active role in securing the future life of your film. Now, this doesn't all mean that each of you has to establish your own foundation to take care of your films. But you can be of tremendous help to those other wonderful institutions and archives
which take care of film heritage with great expertise and passion. And that history of film will one day also include your own films you're making now. If you believe enough in them, which I certainly hope you do, I wish you all the best for getting ready for the future. Voilà donc ce message de Wim Wenders exprès pour cette conférence Saving Film aux rencontres du 7e art ici à Lausanne ce soir. Merci beaucoup Claire Brunel pour votre présentation de votre travail dans cette fondation. Et on va terminer avec un autre vertige, donc celui du futur. Bonjour, le plaisir de vous accueillir Alain Dufaux. Bonjour, moi je veux juste partager quelques développements qu'on a menés à l'EPFL et qui se mènent en fait ailleurs dans le monde entier dans le domaine du stockage de données dans l'ADN. Alors vous avez probablement déjà entendu parler de ces nouvelles technologies. Moi je m'occupe d'un centre à l'EPFL, centre d'innovation dans les patrimoines culturels. On a eu la chance à l'EPFL de numériser les archives du Montreux Jazz Festival depuis 2010. Et une fondation a été créée également dans ce but-là, qui est très parallèle aussi avec des Living Archive Research Group et des choses comme ça. Un des projets, il y a eu beaucoup de projets, effectivement à l'EPFL, le but c'est de numériser, mais également d'innover et d'ajouter la valeur à ces archives à travers la recherche et l'innovation. Un des projets phares actuellement dans le domaine archivistique, c'est ce stockage dans l'ADN. C'est une technologie qui répond un peu aux questions qu'on soulevait tout à l'heure, préservation versus environnement. La technologie n'est pas encore mature, mais elle va venir d'ici 5 à 10 ans. Elle permettra de stocker des informations très précieuses pour la culture, pour l'humanité en fait, pour des durées extrêmement longues, on parle de milliers d'années. 5000 ans est avancé de manière très, très raisonnable. Stocker cela dans des volumes, avec une densité telle qu'elle tient dans des volumes extrêmement petits, toutes les données qui circulent sur le web actuellement tiendraient dans une boîte à chaussures, dans de l'ADN. Et puis, l'avantage effectivement notable, c'est que la consommation électrique nécessaire pour garder ces précieuses données est négligeable comparé à ce qu'on consomme actuellement dans des data centers ou même avec les LTO, dans des robots qui doivent tourner en permanence pour être contrôlés. Et donc, c'est avec une entreprise Twist Bioscience, notamment en Californie, que l'expérience a démarré. Pour Montreux, en 2017, on a encodé 2 morceaux d'archives du festival en audio. Évidemment, on a pris Smoke on the Water de Deep Purple et puis Tutu de Miles Davis. Et puis, en 2017, il a fallu 2 mois pour encoder, pour créer l'ADN synthétique. Et puis ensuite, quelques jours pour le décoder. Et on a pu comparer et le faire écouter à du public dans le cadre d'une conférence Artec, le forum Artec, sans aucune différence évidemment. Et cette technologie est effectivement très, très intéressante. Vous avez entendu parler de l'ADN, évidemment. On sait depuis quelques années lire l'ADN, le génome, et puis plus récemment, maintenant, on est capable d'en créer. Donc on sait synthétiser des molécules d'ADN. Les 4 nucléotides de l'ADN, qu'on appelle ACGT, qui sont les molécules qui sont sur les fameux barreaux de l'hélice hélicoïdale, on sait les créer. Donc dès le moment où on sait créer ça, pourquoi ne pas stocker d'autres données dans l'ADN, dans ces molécules, que les données du génome en fait. Vous savez que l'ADN est la solution que la nature a trouvée pour stocker les données du vivant et pour les transmettre aux générations qui viennent. Donc on peut faire de même si on est capable de synthétiser ces molécules. Et puis ensuite, c'est en fait très simple, c'est vrai que tout le monde, on se demande comment ça marche, mais si vous imaginez un fichier de données binaires avec des 0 et des 1, eh bien là, vous allez simplement considérer chaque paire binaire, 0, 0, vous allez dire, ça va être une molécule A. Je sais créer une molécule A, donc chaque fois que j'ai 0, 0 dans mon fichier informatique, par exemple, je vais le convertir et créer une molécule A. Ensuite, 1, 0, ça sera G, 0, 1, ça sera C, 1, 1, ça sera T. Et ensuite, je vais aligner mes molécules comme je crée un fichier informatique qui est d'une certaine longueur.
Et puis, on arrive ensuite, effectivement, à encapsuler ces données dans des mini-capsules, micro-capsules, et puis à répertorier les sections pour savoir ensuite relire et recréer les données binaires à partir de ces données, peut-être dans plusieurs milliers d'années. Alors à l'EPFL, on a travaillé sur des concepts comme celui-ci. Avec l'EPFL Ecal Lab, par exemple, on a travaillé sur des thèmes intéressants. Comment est-ce que dans 5000 ans, quelqu'un pourrait comprendre peut-être ce que c'est qu'une petite boîte qui contient de l'ADN ? Et ça, c'est des challenges, par contre. Est-ce qu'on sera là, nous, encore dans 5000 ans? On ne sait pas. Mais comment faire comprendre à nos descendants ce que c'est que ces données? Ça, c'est des choses intéressantes. Est-ce qu'on peut mettre le mode d'emploi sur une pellicule, comme ça? C'est un peu... C'est exactement ce genre de choses qu'on a essayé de retranscrire avec par exemple des images, parce qu'on ne sait pas si dans 5000 ans les gens seront capables de lire encore un texte. Donc c'est des préoccupations effectivement. Mais la technologie est là, et puis d'ici quelques années, elle serait exploitable. Évidemment, il y a beaucoup encore de compromis. Ça prend du temps pour créer ces molécules, ça coûte encore très cher. Donc elle doit devenir plus mature, mais on a créé, il y a tout un élan en fait de la communauté archivistique, de l'industrie du stockage, parce qu'on sait que dans 5 à 10 ans, on va avoir de gros problèmes avec les disques durs. Vous savez qu'on augmente la quantité de données de 23% chaque année. L'industrie du disque dur va faire face à des problèmes économiques. Peut-être qu'elle va réussir à produire, mais après, économiquement parlant, ça va être critique. Donc, on cherche une autre solution. Tous les archivistes et le domaine du stockage cherchent des solutions. Et celle-ci pourrait être vraiment prometteuse. Donc, on fait partie, avec beaucoup d'entités comme Microsoft Research, Université de Washington, Western Digital, d'une alliance qui s'appelle DNA Data Storage Alliance, donc une alliance pour la promotion de cette technologie, pour essayer d'intéresser tous les acteurs, de comprendre quels sont les besoins de ces acteurs, et puis de manière à pouvoir avancer au plus vite dans la bonne direction et de manière la plus efficace possible. Merci beaucoup d'être venu en parler. Merci beaucoup à tout le monde d'être venu apporter vos expertises, votre engagement et votre humanité autour de cette quête pour sauver notre mémoire collective. Merci à vous qui nous suiviez en ligne. Merci aux rencontres du 7e art. Merci en tout cas à tout le monde.